bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify ou autres, vous pouvez choisir. Si vous aimez ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse de la tech, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission, à partager ce podcast sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul mot-clé pour ça, le hashtag IPT Podcast, IPT Podcast tout attaché. Je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes de ce podcast, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Leneuf et de Lionel Tardy. Et bonjour Mathieu, bonjour Emmanuel, bonjour et bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk, c'est l'Internet spatial, ses acteurs et leur motivation dans cette nouvelle course à l'espace. Pour vous en parler, nous serons aujourd'hui avec Mathieu en mode Digital Man, où je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Innovation and Prospective Talk en vidéo sur la chaîne YouTube éponyme, la chaîne Digital Man. Mais avant Mathieu, nous sommes avec Emmanuel Leneuf qui nous a préparé la synthèse actu de cette semaine. Et oui, Lionel. Bonjour Emmanuel, bonjour à toi. Alors je rappelle, Emmanuel, que tu es la rédac chef et la fondatrice du Flash Tweet. Alors le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la transponum. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30, mais durant le confinement à 9h. Donc on verra dans les semaines qui viennent comment ça s'organise. Et Emmanuel, elle vous concocte chaque jour les 10 informations à ne pas rater sur l'innovation. Alors une question pour toi, Emmanuel, que nous as-tu compilé cette semaine ? Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à vous qui êtes fidèles au rendez-vous. Heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet. L'intelligence artificielle vaincra-t-elle le Covid-19 ? Alors que les laboratoires du monde entier s'affairent à trouver un remède à ce poison venu envahir nos vies, c'est peut-être une intelligence artificielle qui le trouvera. C'est l'actu innovation de la semaine et elle vient de Benevolent AI, une start-up américaine qui a déjà levé 292 millions de dollars grâce à ses IA censés créer des médicaments plus rapidement que l'homme. Cette pépite tech assure avoir découvert une molécule qui pourrait potentiellement faire office de traitement pour le coronavirus. Et cette molécule vient juste d'entrer en phase d'essai clinique. Imaginez l'impact, le monde retient son souffle. Si la machine contribue à sauver l'homme, nous n'avons pas fini d'en parler. Tech for Good encore, le laboratoire Sanofi et la start-up Luminosticks vont lancer une app d'autotest du coronavirus. Disponible à la fin 2020, le test se présentera sous la forme d'un adaptateur peu coûteux, compatible avec plusieurs modèles de smartphones. À partir d'échantillons respiratoires, il doit détecter la présence du virus, une arme digitale bien utile au combat. Et comme le confinement et cette pandémie n'en finissent pas de donner naissance à des initiatives solidaires, je voudrais mettre un coup de flash sur Blabla Help. Mais qu'est-ce donc ? Eh bien, c'est une application d'entraide entre voisins lancée par Blablacar, la célèbre plateforme de covoiturage dont l'activité est quasiment à l'arrêt. Développée par ses équipes en quelques jours dans le cadre d'un hackathon, l'appli permet à des helpers de proposer de réaliser des courses de première nécessité pour ses voisins dans le besoin. Quand on sait que la communauté de Blablacar compte 18 millions de membres en France, voilà une app qui devrait être bien utile. Pour finir, et parce que les réseaux sociaux de divertissement et le e-commerce sont bien les grands gagnants de cette pandémie, cette semaine a également été marquée par l'offensive tout azimut d'Instagram. Pourquoi ? D'abord parce que la plateforme a mis en place de nouveaux outils pour aider les petites entreprises impactées par la crise, tels que les cartes cadeaux, la commande de nourriture ou la collecte de fonds. Ensuite, parce que le réseau testait des stickers challenge en story pour augmenter l'engagement à l'instar de ce que fait TikTok. Enfin, parce que malin, Instagram s'est adapté au confinement en permettant d'avoir accès aux live vidéo depuis son ordinateur de bureau. Instagram est incontestablement l'autre grand gagnant de cette pandémie aux côtés de TikTok, avec des lives qui se multiplient comme des petits pains, permettant aux artistes et aux influenceurs de garder contact avec leurs audiences. D'ailleurs, cette semaine,
Johnny Depp, la star américaine, débarquait sur Insta en faisant le buzz avec une chanson baptisée Isolation. Résultat, 3,2 millions d'abonnés en 2 jours et près de 2 millions de vues de sa vidéo IGTV. Pendant ce temps, la lutte continue contre le virus avec un personnel soignant en première ligne. Alors n'oubliez pas ce soir à 20h de vous mettre à la fenêtre pour les applaudir et leur mettre un peu de baume au cœur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour des nouvelles fraîches, rendez-vous demain sur Flash Tweet à 9h et 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% Transphonium. #Stay tuned. Eh bien, merci Emmanuel pour ce condensé d'innovation, ce best-of que tu nous as fait avec brio encore en quelques minutes pour cette semaine. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va passer tout simplement à la thématique du jour. Lionel, où nous emmènes-tu aujourd'hui ? Eh bien, on va essayer d'aller visiter ensemble, puisqu'il n'y a que toi et moi pour se poser des questions sur ce sujet. On va essayer d'aller visiter ensemble les étoiles, aborder cet Internet spatial, cette promesse d'un Internet mondial, d'un futur qui va peut-être devenir réalité, mais en fait, quelle réalité ? C'est donc en mode Digital Man, où vous allez pouvoir nous retrouver tous les deux sur notre chaîne YouTube avec tous les épisodes d'Innovation and Prospective Talk en vidéo. Vous aurez une surprise sur la teneur de cette vidéo, non pas au niveau du son, mais de l'image. Et puis sinon, Mathieu, je vais essayer de te poser la première question. Parce que finalement, puisqu'on parle d'un Internet mondial, l'Internet étant déjà mondial, est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui déjà l'Internet se diffuse mondialement ? Alors globalement, merci de me poser cette très bonne question, d'ailleurs pour initier le débat, cher Lionel. Le point global, c'est qu'aujourd'hui, l'Internet que nous connaissons est encore, paradoxalement, par rapport au quotidien qu'on a en sans fil, c'est un Internet filaire, et un Internet filaire international. On va communiquer aujourd'hui principalement avec des câbles transcontinentaux qui vont tout simplement assurer les liaisons. Alors, ce sont des câbles sous-marins, donc qui passent sous la mer, enfin sous l'eau, tout simplement, et qui vont être gérés par des opérateurs ou des groupements d'opérateurs. Donc on va bien entendu retrouver non loin de là nos amis les GAFAM qui sont aussi pourvoyeurs de services autour de ces câbles qui en ont bien entendu besoin, et certains de ces opérateurs, comme Orange par exemple, sont chargés de l'entretien, du dépannage de ces câbles sous-marins. Donc je ne serais pas, à mon avis, idiot si je dis qu'on peut retrouver dans les ressources humaines d'Orange ou dans de ses sous-traitants des plongeurs sous-marins. Alors les GAFA en général vont développer aussi leurs propres câbles et donc vont embarquer leurs propres innovations à l'intérieur. 3-4 chiffres clés pour vous rappeler. 95% des communications mondiales aujourd'hui passent par ces câbles. On va en compter environ 450. Alors tout le monde s'accorde à dire dans les différents articles 448 exactement, mais c'est 450. Et 50% des investissements autour de ces câbles transcontinentaux vont être réalisés aujourd'hui par les GAFA. Et ça peut coûter jusqu'à 700 millions pour pousser un câble d'un continent à un autre. Il faut savoir qu'on va quand même vers des capacités d'ici à 2024-2025 de 12 pétabits. Donc on reste quand même encore aujourd'hui, contre toute attente, avec le Wi-Fi, avec la 5G qui va arriver, etc., sur un Internet qui repose toute sa base de fonctionnement sur du filaire. Alors, par rapport à ça, Lionel, l'Internet spatial, finalement, c'est quoi ? Parce qu'on en parle tous les jours. Il y a encore eu un lancement ce jour, si je ne me trompe pas. C'est quoi l'intérêt et à quoi ça sert ? Alors, pour essayer de répondre le plus clairement et rapidement possible, ça ne sert à rien de faire long. Il y a à peu près, on a comptabilisé 3 intérêts. Le premier, ça sera de couvrir les zones blanches, les zones que l'on connaît en France, mais que l'on connaît en fait partout dans le monde. Rappelons que simplement 3,5 milliards de la population mondiale peut se connecter H24 à Internet. Donc, on voit bien qu'il y a forcément, à un moment ou l'autre de la journée, on est dans des zones blanches et c'est évidemment très massif dans un certain nombre de pays et même parfois aux États-Unis, en plein désert du Nevada, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de couvrir ces zones blanches. Comment on fait ? Eh bien, on a une station terrestre, plutôt que d'avoir justement, comme tu l'as très bien expliqué, des câbles partout et puis des stations relais. On a une station terrestre qui est en plein milieu de nulle part. Elle va taper un satellite. On voit, en fait, elle envoie un signal lumineux au satellite, c'est comme un laser. Et ensuite, le satellite, dans l'espace, il va communiquer de satellite en satellite pour redescendre sur une autre station
destinatrice qui, elle, évidemment, va s'occuper de la dernière liaison, la liaison du dernier kilomètre, hein, comme les livreurs, pour atteindre notre portable ou le relais télécom du coin. Ce qui fait que, voilà, en plein désert, en Afrique, on a des tas de zones blanches. Et ça, c'est vraiment la première raison. Alors la deuxième, c'est principalement autour des problématiques de la fibre et notamment de la perte en ligne. Alors oui, parce que à partir du moment où on est dans l'espace, si on communique avec un système lumineux, c'est ce qui se passe dans les fibres des câbles sous-marins. Les câbles sous-marins ont, comme l'ADSL d'avant, les fils de cuivre, ils ont de la perte en ligne et tous les 100 km, il faut mettre un répéteur qui va booster le signal. Et bien finalement, dans l'espace, on n'a pas de problème de répéteur. On n'a pas besoin de regonfler le signal pour communiquer entre les différents satellites. Et enfin, parce que je dois t'introduire cette notion où tu vas apporter une réponse, je pense, il y a cette problématique autour de la crypto-quantique. Ah oui, alors c'est vrai, la semaine dernière, on a parlé du quantique. La crypto-quantique, justement, il ne faut pas la confondre avec la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire la cryptographie qui serait résiliente au calculateur quantique. Non, ça consiste en fait à utiliser les propriétés de la physique quantique pour établir des protocoles de cryptographie qui atteignent des niveaux de sécurité qui sont imaginés, qui sont conjecturés en fait inatteignables, non atteignables. Donc, on peut avoir un nouveau système qui va pouvoir encore un peu plus sécuriser les données. Vous pourrez réécouter ce que disait Olivier sur les problématiques de sécurisation. Mais la distribution de ces clés quantiques, eh bien, l'idéal, c'est d'avoir un système optique pour pouvoir les distribuer. Et donc, d'une certaine façon, l'association du satellite et de la fibre, c'est-à-dire une propagation, quel que soit l'endroit, de façon, on va dire, lumineuse, que ce soit dans l'espace ou que ce soit dans la fibre, eh bien, permettra de déployer toute une technologie de crypto-quantique à l'échelle mondiale. Voilà. Mais en cela, on parle d'Internet satellitaire depuis tout à l'heure, mais on se pose la question, et moi je te la pose, on a des satellites au-dessus de nos têtes, mais où ils se trouvent au-dessus de nos têtes? Parce que depuis qu'on est tout petit, on entend parler de satellites, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Alors tu parleras très certainement tout à l'heure de tout petits satellites, mais en tout cas, on les classe dans deux catégories. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle les satellites dits d'orbite haute, c'est-à-dire qu'on va les positionner très haut. Alors ça fait partie de ce que l'on appelle notamment les satellites géostationnaires. Alors eux, ils sont situés environ à 36 000 kilomètres d'altitude au-dessus de la Terre. Alors, c'est exactement 35 786 kilomètres. Donc, tu vois, c'est extrêmement précis. Ils sont au niveau de l'équateur. Wow. Et eux, tu vois, non, j'ai bien préparé. Et donc, ils vont tout simplement tourner autour de l'axe en même temps que la Terre. Donc, si tu préfères, au niveau de l'équateur, ils vont suivre ce mouvement comme s'il y avait un point vertical qui les reliait de la Terre. Ils vont tourner autour. Et donc, ces satellites qui, dans notre imaginaire collectif, sont très très hauts. Mais il y en a aussi d'autres. Alors, dans ces satellites dits d'orbite haute, on va retrouver aussi notamment tous ceux qui sont appelés les middle of orbit. Et donc, ils vont évoluer dans une altitude un peu différente, entre 10 000 km traditionnellement, pour les petits et les légers. Alors, léger pour un satellite, c'est 2,5-3 tonnes. Donc, c'est quand même pas rien. Et qui, eux, vont décrire plutôt des orbites circulaires. On parle notamment de Galileo, qui nous sert pour le GPS européen, que vous connaissez tous, et qui vont tout simplement, eux, être à 23 000 km. Et puis après, dans ces orbites hautes, on va avoir les orbites basses, et qui, eux, sont des satellites plus petits, qui vont évoluer sur environ 1200 km d'altitude, et qui notamment, on en a parlé assez récemment, c'est la startup OneWeb qui notamment a prévu beaucoup de lancements. Ils se sont mis aujourd'hui sous une forme de protection, parce qu'ils se sont placés en liquidation, pas en liquidation judiciaire, tu me peux peut-être me répéter le mot, mais ils se sont mis sous le règlement sous la protection du règlement pour les faillites, en fait. Voilà, exactement. Donc ils sont protégés par la loi, ils ne doivent plus rien à personne, on gèle les dettes. Donc on gèle aussi les problématiques de créances qu'ils peuvent avoir pendant un certain temps. Et donc typiquement eux, ils vont lancer des satellites, et ces satellites OneWeb vont permettre tout simplement d'avoir des interactions, des signaux qui vont pouvoir s'envoyer et qui vont permettre naturellement une communication, une diffusion d'un signal, que ce soit pour de l'internet, que ce soit pour du réseau ou autre. Alors on va retrouver aussi OneWeb pour notamment les acteurs français, dont Airbus collabore beaucoup, Ariane Espace, etc. De nombreux lancements qui sont prévus. Et pour autant, il y a aussi ceux des grandes GAFA que l'on connaît, notamment ceux de notre ami Elon Musk.
Ah bah oui, Elon Musk, il est partout, hein. Il est dans l'électricité, il est dans l'aventure spatiale avec des lanceurs qui sont réutilisables, avec sa société SpaceX, qui participe, hein, dont participe quand même assez fermement la NASA. Mais il a la fameuse société Starlink. Et puis finalement, on va pas se le cacher, hein. On est le 21 avril. Aujourd'hui, il va lancer encore une grappe de 60 satellites. C'est un petit peu lui qui nous a susurré à l'oreille de s'occuper et de s'intéresser à l'Internet spatial. Parce que lui, en fait, il va avoir comme projet de lancer une constellation de satellites. Je crois qu'il a obtenu une autorisation pour 42 000 satellites. Aujourd'hui, il en a à peu près positionné entre 3 et 400. Hein, on dit 350, 360. En fait, il les lance par 60 avec ses lanceurs. C'est comme un gros millefeuille. Et une fois dans l'espace, le millefeuille se dédouble, se déploie et les satellites viennent prendre leur place. Ce sont des satellites évidemment plus petits, ils sont lancés moins haut, ils sont à des altitudes environ de 700 km et ils sont prévus en fait dès la fin 2020 à avoir suffisamment de satellites pour fournir un service, on va dire, un peu dégradé, mais notamment puisque Starlink, Elon Musk, ils sont américains, pouvoir sur le territoire des États-Unis répondre à la première question que tu me posais, c'est-à-dire couvrir les zones blanches. Donc là, finalement, voilà ce que l'on peut dire d'Elon Musk, mais il y en a d'autres. Mais toi, tu vas pouvoir nous dire pourquoi il les met si bas. Alors, on peut les mettre si bas pour plein de raisons. Et la première, c'est que sur les satellites dites d'orbite basse, donc ils vont être à peu près à quelques milliers de kilomètres, jusqu'à partir de 700, on a quand même la capacité de communiquer beaucoup plus facilement. Donc, on n'a pas besoin de réamplifier des signaux, on n'a pas besoin de faire plus d'efforts pour les contacter. Et donc, naturellement, on va avoir des cas d'usage qui vont nous permettre, de couvrir les zones blanches, comme tu le disais, beaucoup plus facilement, et puis aussi de couvrir tous ces pays classiquement qui pourraient être dépourvus à un moment de réseau ou des zones blanches volontaires. On pourrait imaginer des cas dans l'armée, etc. Donc il y a énormément de choses. L'intérêt, c'est que ça coûte très certainement moins cher, mais je pense que tu vas nous en parler. Et donc on va avoir naturellement sur ces orbites basses plein de possibilités supplémentaires par rapport à ces satellites qui sont beaucoup plus lointains, notamment un sur la surveillance tout à l'heure, mais on pourra en parler dans les cas d'usage. Sur le prix, qu'est-ce qu'on pourrait dire globalement? Parce qu'on dit souvent, tiens, un satellite, ça coûte cher, on a cette image. Alors oui, c'est vrai qu'on dépense des fortunes, mais est-ce qu'on n'a pas une tendance à partir sur du low cost au niveau des satellites? En tant qu'Européens et en tant que Français, on connaît tous Ariane Espace, un très gros lanceur, très puissant, qui peut lancer alors on dit il peut lancer plusieurs satellites. En fait, il peut lancer plusieurs gros satellites. Ces fameux satellites dont tu expliquais, avec moult détails d'altitude, qui sont en gros à 36 000 km de nous. Les satellites télécoms, les satellites météo, etc., qui sont des satellites qui sont là pour vivre vieux, durer longtemps, produire beaucoup de données, etc., et éventuellement embarquer probablement des tas de dispositifs. Par contre, la tendance, oui, elle est au low cost. C'est-à-dire des satellites qui sont de moins en moins chers. Alors, bon, de moins en moins chers, c'est environ $1 million pour les satellites d'Elon Musk. Donc, quand il en envoie aujourd'hui, il en envoie pour $60 millions, quand même. Mais ça reste beaucoup moins cher. Et en fait, il existe même aujourd'hui des plus petits satellites, des satellites qu'on pourrait presque construire nous-mêmes, qui seraient de la taille d'un Rubik's Cube. De la forme, oui, ça serait cubique, mais ça serait de la taille d'un Rubik's Cube. Et pour quelques milliers d'euros sur Internet, vous pourriez construire votre petit satellite. Alors, peut-être que demain, on pourrait se prendre pour Elon Musk et on pourrait avoir une liaison peut-être personnelle de point à point, je sais pas moi, de sa maison de campagne à la plage qui est à quelques kilomètres avec sa propre liaison satellite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les lanceurs, eux, coûtent de moins en moins cher. SpaceX ayant inauguré ces lanceurs qui étaient des lanceurs réutilisables, mais il en existe aussi des encore plus petits qui sont développés notamment en Allemagne, en Espagne, et qui sont en fait plus proche des missiles que des fusées. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Mais la tendance, elle est à la constellation. Toi, tu as une société chinoise d'ailleurs qui a raisonné autrement pour une constellation. C'est vrai que d'ailleurs tu me lances sur le sujet. Il y a un vrai sujet autour des constructeurs, des protocoles qui à un moment ou à un autre vont très certainement exister. Le chinois dont tu parles, c'est Geely, notamment ceux qui possèdent Volvo, Lotus, Proton, entre autres, et qui ont annoncé
annoncé le lancement de leur propre constellation de satellites pour maîtriser leur liaison avec leurs véhicules. Donc on est sur presque un protocole, c'est Gili2V, donc J2V, le Gili2 Vehicles, avec effectivement cette capacité d'un constructeur de lancer sa propre flotte. Alors tout le danger, c'est qu'au bout d'un moment, on va certainement avoir des embouteillages, parce que si on lance des milliers, alors 42 000 pour notre ami Musk avec SpaceX, des centaines avec notamment Gili, etc. Au bout d'un moment, sur les orbites basses, on va avoir des constellations de satellites. C'est tout le danger. Et parmi les dangers notamment qu'il peut y avoir, au-delà du fait que tous les protocoles peuvent être différents, qu'il n'y ait pas d'interopérabilité, d'échange entre tout le monde, c'est qu'on soit quand même avec une forme finalement de surveillance spatiale à nos fenêtres au bout d'un moment, parce que toutes ces communications qui vont échanger, qui nous en a sur la protection, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Quelle est la déviance qu'il pourrait y avoir au travers de ça? Eh ben, en fait, tu ne sais pas si bien dire parce que ça existe déjà. En fait, il y a des orbites qui sont tout à fait étonnantes et qui sont à privilégier. Il y en a une qui s'appelle la Sun Synchronous, c'est-à-dire celle qui est héliosynchrone. Elle a exactement, le satellite tourne, en suivant évidemment, il tourne autour de la Terre, on est d'accord, ouais. La Terre tourne autour du Soleil, mais le plan du satellite par rapport au Soleil reste toujours le même. Et ce qui fait que la Terre, en dessous le satellite, tourne en fait sous les yeux du satellite. Et ce qui fait que le satellite, qui lui est en orbite basse et fait de nombreux tours par jour de la Terre, il est capable de passer 2 fois par jour au-dessus de la même région. C'est énorme. Donc s'il passe 2 fois par jour au-dessus de la même région, il peut faire des tas de choses. Il peut surveiller, il peut être relié à des objets connectés, il peut organiser une surveillance plus fine, par exemple, des particules dites fines à Paris ou de la pollution, etc. etc. Et puis on a à peu près son frère jumeau dont on peut parler, qui est l'orbite polaire. Alors lui, plutôt que d'être synchronisé avec le Soleil, il reste sur l'axe polaire de la Terre et la Terre tourne en dessous. Et là, évidemment, il observe toute la surface de la Terre en 24 heures. Et c'est ceux qui vont permettre de contrôler des cultures, des forêts, des éléments évidemment qui bougent un petit peu moins vite que ce que pourrait réclamer un objet connecté qui surveille, comme dirait le cas d'usage d'un ami, l'abreuvoir en plein milieu de l'Australie. C'est un marché qui est important et notamment pour des marchés de surveillance avec des fréquences qui ne sont pas des fréquences visibles en termes de lumière et qui vont pouvoir remonter des cartes de densité. Alors on peut observer comme ça dans des réseaux d'eau, on sait que c'est un grave problème, les fuites, on peut observer encore une fois la pollution, mais on peut observer presque le parking du supermarché ou les migrations d'animaux sauvages. Peut-être que notre gouvernement nous préparera la migration de la population française après le 11 mai. Qui dit? Voilà. Mais en tout cas, tu lances un débat. Acteurs, oui, mais on va vite le refermer parce que sinon on ferait trop long. Oui, moi, ce que je voudrais savoir, ce que je voudrais savoir, mais c'est que cherchent ces nouveaux acteurs de la transmission. Parce que tu nous as dit que les câbles, il y avait des câbles opérateurs, il y avait éventuellement les GAFAM, mais Starlink, ils cherchent quoi? Et puis il y en a d'autres, OneWeb que tu as déjà évoqué, et puis il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Alors globalement, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un Eldorado qui est en train d'arriver, mais en même temps, il y a la stratégie dont on parle souvent quand on fait nos émissions, c'est winner take all. Et on voit bien aujourd'hui, encore une fois, que ceux qui sont finalement les cow-boys de ce nouvel Eldorado de l'espace et qui vont sur des choses qui sont extrêmement pragmatiques, dont Starlink, on se positionne effectivement en orbite basse et puis on va proposer des tas de services, comme des opérateurs pourraient le faire, de communication, notamment à faible latence, puisque c'est justement ce qu'ils recherchent, en dessous de 20 millisecondes notamment, avec des prix qui sont extrêmement compétitifs, particulièrement aux USA, parce qu'il y a aussi un sponsorship de l'État. Donc on va avoir un tas de dispositifs de services qui vont être mis en place par un opérateur qui n'est pas un opérateur historique, mais qui est un opérateur de l'aérospatial. On a OneWeb, pareil, qui en France se positionne pour ces mêmes services, alors que ce soit du lancement en orbite ou que ce soit aussi des services dédiés aux opérateurs. Virgin Orbit, par exemple, alors qui lui a une approche un peu différente de ses concurrents. Parce que plutôt que d'envoyer des lanceurs depuis le sol, en fait, ils vont tout simplement les attacher à un avion et les dispatcher ensuite dans l'espace. Donc, c'est le côté un peu plus classique que l'on connaît de ce
big avion que l'on a tous dans notre imaginaire collectif, avec le vaisseau spatial qui est sur le dessus, tac, l'avion monte, paf, on libère le satellite, on libère ce qui doit aller dans l'espace. Donc en fait, moi, la question que je me pose fondamentale par rapport à ce que recherchent ces nouveaux acteurs de la transmission, parce qu'on est bien sûr de la transmission d'informations au sens large, c'est finalement, est-ce que c'est pas encore une fois pour les acteurs historiques de la communication, un Eldorado presque manqué sur lequel ils vont arriver par défaut trop tard? C'est toute la question que je me lance, parce que j'imagine bien entendu là-dedans qu'il y a trop d'offres au bout d'un moment de lancement de satellites qui vont arriver. Et est-ce que ça n'a pas finalement généré de nouveaux problèmes liés à la gestion de ce qui pourrait arriver au-dessus de nos têtes? Alors, ça dépend à quoi servent les satellites, hein. On peut avoir des satellites qui auront des fonctionnalités dédiées assez intéressantes. Mais c'est vrai que dans l'accumulation aujourd'hui de satellites, il y a un premier problème, c'est les astronomes qui le dénoncent. C'est le ciel devient scintillant, ils ont une pollution visuelle au-dessus de leurs écrans, enfin au-dessus de leurs énormes lentilles. Et alors, bien sûr, on peut dire oui, non, mais ils ont qu'à utiliser des télescopes spatiaux comme ça, au Il n'y moins aura pas de ils problème. n'ont plus besoin d'observer depuis la Terre, il n'y a plus de problème, etc. Mais bon, ça c'est déjà un problème. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que ces petits satellites moins chers à $1 million évidemment, ils ont une durée de vie qui sont évidemment beaucoup plus petites. Au bout de 4-5 ans, il faut les changer. Ça veut dire qu'on va lancer et toujours relancer pour renouveler le parc, hein, comme on renouvelle le stock de masques, par exemple. Donc là, ça pose un autre problème. Pollution, parce que finalement, on lance pas des fusées avec un élastique, comme quand on était petit, hein. Il faut des propergoles liquides ou solides, et généralement, c'est quand même issu de métaux, de matériel fossile qui forcément va nous manquer un jour ou l'autre, parce que la Terre, elle grandit pas avec nous. Ça, c'est un truc. Mais par contre, il y a un truc qui serait super, c'est qu'on puisse les contacter directement depuis notre téléphone, comme on le voit dans certaines émissions de télé. Toi, tu sais que ça existe, ça? Oui, parce que c'est effectivement le projet de station télécom spatiale qui agirait un peu comme une antenne relais. Alors là, on est vraiment sur des satellites qui sont encore plus bas, hein, qui sont aux environs de 400 km d'altitude et qui vont avoir pour seule et unique tâche de booster le signal et de le relier directement au téléphone en question, s'il dispose de l'option. Vous allez par exemple avoir sur votre téléphone le Edge, la 4G, etc. Si vous n'avez pas le Edge, vous n'avez pas la 4G, vous n'avez même plus le WAP, je ne sais même plus si existe le protocole, et vous allez pouvoir avoir une connexion marquée satellite et qui globalement va se pointer directement sur le satellite qui lui va être en mesure d'assurer une continuité de service. Alors très pratique sur les zones blanches notamment, parce que quand on manque de tout, tac, à 400 km, il y a forcément un point de chute quelque part en hauteur. Et donc il y a notamment la société Link, il y a Space Mobile qui travaille beaucoup dessus. Donc il y a énormément de projets. On parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale au sein même de la Terre. À quand la responsabilité sociale et environnementale autour de l'espace? C'est toute la question qu'on pourra se poser. Mais bon, je crois qu'Elon Musk avait la solution pour tout ce dont tu parlais il y a un instant sur la pollution lumineuse. C'est que pour lui, il n'y a pas de problème, il y aura zéro souci. Je crois que en fait, si on admire ces satellites, lui, ça lui va très bien. Oui, il est très marketing, hein, Elon Musk. Il aime bien qu'on parle de lui. Non, je crois que c'est un faux problème. Voilà. Enfin, alors, est-ce qu'on est. Alors, on n'a pas tout dit, je pense, sur le sujet, mais est-ce qu'on a fait le tour au moins pour dégrossir tout ce sujet passionnant, parce que ça ouvre les chakras d'un Internet spatial. On avait parlé il y a 2-3 ans, je ne sais pas si tu te rappelles, de l'Internet diffus, avec notamment le boost de l'IoT, etc. Je crois que c'était peut-être en 2016 ou 2017 qu'on avait dû en parler. Là, on est vraiment sur Internet spatial. C'est pas nouveau comme sujet, mais on voit qu'il y a une véritable actualité très très forte, notamment parce que OneWeb a relancé le sujet récemment avec leurs petits problèmes financiers qui vont se résoudre, nous l'espérons. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, Lionel? Mais oui, bien sûr, je pense qu'on a fait le tour. On a fait au moins le tour aussi vite que certains satellites font le tour de la Terre. Voilà. Bon, ce sera la phrase de conclusion d'une philosophie complètement dingue sur effectivement cet épisode spécial Internet spatial. Je te propose maintenant, Lionel, qu'on passe tout simplement aux startups, si ça te va. Parfait. Allez, on y va. Maintenant, Lionel, tiens, on va faire un petit test en live. En live. Lionel n'est pas au courant. J'ai importé le jingle tout à l'heure dans la table. Lionel, est-ce que tu as préparé une start-up sur laquelle tu voudrais parler?
Je crois que j'avais rien préparé aujourd'hui, mais j'avais quelque chose à vous dire sur une application qui finalement va être poussée par une petite start-up qui s'appelle l'État français. Alors, écoute, regarde, on va lancer le jingle. Tu vas entendre 5, 4, 3, 2, 1. T'as un gros buzzer, t'as qu'une minute pour nous parler. Est-ce que t'es prêt? Tu relèves le défi? Oui, allez, je relève. Allez, attention. On va lancer le buzzer. À toi. Eh bien, je voulais donc simplement vous parler de ce que peut-être vous avez entendu dans les propos de notre Premier ministre il y a quelques heures, puisque c'était ce week-end. C'est cette fameuse application de contact tracing qui s'appelle Stop Covid. Et ce que je voulais vous parler, pas tellement de la technique qui va être utilisée, parce que bon, ça c'est assez classique, mais surtout, je voulais vous parler des gens qui s'insurgent, c'est-à-dire la CNIL, qui émet des doutes, qui émet des réserves sur cette future application de pistage. Alors on entend le mot pistage, traçage, tout ça. Et je voulais faire juste une réflexion, c'est que ça fait des années que l'on vit avec des radars sur nos routes et que les radars qui sont sur nos routes, personne ne s'est jamais posé la question: qu'est-ce que l'on faisait des données que récupéraient ces radars? Ils récupèrent votre plaque minéralogique. Par le biais de la plaque minéralogique, ils savent qui vous êtes, votre nom, votre adresse, tout de vous, puisque c'est directement relié pratiquement à votre fiche, non pas d'état civil ni de sécurité sociale, mais votre fiche d'imposition, votre nom. En prime, ils ont la petite photo, donc on peut même savoir avec qui vous étiez, et personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'ils faisaient de ces données. Alors, notre pauvre État qui essaye de se battre comme tous les autres pour maîtriser cette épidémie actuellement, je me dis que d'une certaine façon, bon, il faudrait peut-être un peu les laisser tranquilles et se dire que la technologie qui concerne à faire communiquer des smartphones entre eux simplement par le biais du Bluetooth et par le biais d'un identifiant, c'est quand même beaucoup moins permissif que la captation des données des simples radars de nos routes. Oui, voilà, alors là, effectivement, il y aurait encore peut-être même un épisode à faire que sur le sujet. Mais il y a quand même effectivement cet imaginaire collectif global où on voit le mal partout. Bon, globalement, c'est vrai qu'il y a des incidences. Pour autant, effectivement, par rapport à l'existant qu'on ne voit pas forcément toujours, c'est pas forcément une préoccupation qui doit être première. Allez, je m'impose. Mais toi, je crois que tu avais une start-up et tu vas aussi t'imposer une minute. Eh bah oui, allez Lionel, soyons fous, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on va pas le faire. Allez, attention, je me lance, c'est parti. Alors, je voudrais vous parler non. Alors, je voudrais vous parler d'une start-up californienne qui s'appelle Luminostic et qui fait alliance avec le grand groupe Sanofi que nous connaissons tous et qui va préparer d'ici la fin de l'année. Alors, c'est d'ici fin 2020. Alors, sachant que d'ici fin 2020, déjà se prépare, selon les informations que l'on peut glaner à droite à gauche, une première version du vaccin contre le Covid-19 qui pour autant est majoritairement attendu mi-2021. Mais bon, d'ici là, en tout cas, Sanofi s'est rapproché de cette start-up californienne, Luminostic, pour créer ce test de dépistage qui, en moins de 30 minutes, relié à votre téléphone, alors c'est pas le téléphone tout seul qui va faire le test, vous avez un boîtier, un espèce d'objet connecté, qui va tout simplement vous permettre de prévoir, enfin de vous dire si vous êtes atteint du Covid-19. Alors il y a plein de questions en suspens autour de ce dispositif, parce que est-ce qu'il va être dispositif médical, est-ce qu'il ne va pas l'être? C'est toute la question qu'on peut se poser. Mais bon, ça va détecter la présence de bactéries, de virus, de différentes hormones grâce à l'appareil photo et au flash du téléphone. Et donc on va utiliser ces technologies pour tout simplement permettre la détection du Covid-19, voilà, sur l'utilisation ce qu'on appelle les nanomatériaux luminescents qui vont mettre en évidence la présence de tous ces agents pathogènes que vous pourriez avoir. Donc c'est un dispositif qui sera très intéressant à peut-être avoir sur son téléphone, voilà, sachant que c'est un sujet global et qui à l'échelle de l'État américain est énorme, parce que quand on voit l'impact du Covid sur les États-Unis, naturellement c'est massif. Voilà, Sanofi donc qui se rapproche de la start-up californienne Luminostic. Voilà.
Alors, est-ce que l'on a Donc, tout dit, Lionel? moi, je voulais juste rajouter une petite remarque. Finalement, c'est comme les alcotests que l'on a pour démarrer ou pas nos voitures. Exactement, ça ne change C'est un strictement appareil rien. portable. Voilà. On souffle pas dedans, c'est tout. Mais Mais un appareil en plus, portable. franchement, ça se plug voilà, c'est un iPhone qu'ils ont envoyé dans leur communiqué de presse, mais on a effectivement ce petit sabot dans lequel on met, comme on mettrait un appareil photo, on met directement ce testeur de Covid. Voilà, donc en tout cas, intéressant. Alors, c'est peut-être pas pour rien qu'ils se positionnent d'ailleurs sur les États-Unis, parce que c'est peut-être la dernière grosse vague qu'il y aura. Voilà, bon, alors toutes les questions qui se disent, c'est quoi? C'est que tout le monde n'a pas de smartphone, que naturellement il y a des faux positifs très certainement énormes, que les personnes de plus de 70 ans les plus touchées n'ont pas forcément toutes des smartphones. Enfin, voilà, globalement, les questions habituelles, mais bon, en même temps, ceux qui ne se trompent jamais sont bien entendu ceux qui ne font jamais rien. Donc, moi, j'apprécie ce type d'initiative. Je les salue et il faut même les pousser. Et puis, ce sont des objets d'accompagnement. Enfin, ça ne remplace pas les tests chez le médecin ou en laboratoire biologique. C'est de l'accompagnement. C'est ça qui est intéressant. Bon, voilà. Allez, on a tout dit. C'est déjà 45 minutes à mon avis. Ça va encore couiner parce qu'on va nous dire qu'on passe trop de temps à parler. Mais bon, il y a plein de choses intéressantes à se dire. Alors, est-ce qu'on a tout dit, Lionel, sur cet épisode? Eh bien, on va arrêter d'en dire, donc on va dire qu'on a tout dit. Bon, voilà. Alors, donc, je vous invite à revoir cet épisode si vous n'avez pas forcément tout enregistré, si vous l'avez écouté en travaillant également, revenez dessus, partagez la bonne parole. Bien entendu, on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Vous pouvez nous retrouver, je vous le rappelle, sur Apple Podcast, nos plateformes favorites de partage de podcasts, et sur notre site internet innovationtalk.tech. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre 5 étoiles, à tweeter avec tout ça, etc. sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, avec un seul hashtag. je fais des poustaches, moi je fais des raccourcis. Le hashtag IPT Podcast, IPT Podcast tout attaché. Je suis Mathieu Leboeuf-Rouchon, j'étais accompagné d'Emmanuel du Flash Tweet et de Lionel Tardy pour cet épisode. Et oui, Mathieu, aujourd'hui, nous ne recevions personne. Nous étions simplement avec Emmanuel et nous deux. Encore quelque chose pendant cette période de Covid. Prenez tous soin de tous et la semaine prochaine, nous recevrons quelqu'un qui viendra nous parler pour vous du tourisme et comment peut-il se réinventer à l'heure de l'après-Covid-19.